Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. La semaine a été plutôt calme dans le monde du handball. Deuxième semaine de trêve internationale oblige, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir passer les 40 prochaines minutes malgré tout. Match de l'équipe de France, bilan des internationales, séance de musculation, autant de sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour. Il s'agit d'Emma Jacques. Ça va Emma ? Ça va très bien. On va devoir un petit peu plus tard pousser à la salle. Ça va les courbatures, c'est bon ? Ça va. Ça va aller. Ce sera également avec notre chroniqueur Arthur Carmier du média Let's Go Metz. Arthur, je t'ai pas beaucoup vu à la salle, mais ça devrait se passer. Faudrait que j'y aille, parce que sinon je vais me faire un petit peu massacrer par madame. Mais bonjour à tous tout de même. Bonjour Arthur, j'espère en tout cas que vous êtes tous prêts, l'échauffement est terminé. On passe tout de suite à la première mi-temps. Et nous allons commencer par revenir sur le dernier match de l'équipe de France, c'était face à la Lettonie. Et comme au match aller, l'enjeu sportif n'a pas tenu bien longtemps. Dernière du groupe, l'équipe de Maris Cibulkis n'a pas fait illusion longtemps en sortant 7 buts en première mi-temps et seulement 2 en seconde pour un score final qui en dit long sur cette opposition, 53-9. Emma, qu'est-ce que tu penses de ces oppositions où c'est parfois même un petit peu discutable sur l'enjeu sportif? Il y a presque plus d'opposition sur des oppositions internes. C'est vrai que de toute façon, c'est des matchs de qualification, donc il faut les jouer, mais c'est vrai que l'opposition est vraiment pas au niveau par rapport à l'équipe de France, donc c'est plus des matchs où il y a beaucoup de spectacles et où les filles peuvent tenter des choses, mais c'est pas les matchs qu'on va suivre avec le plus d'attention et où il y aura le plus de suspense. Tu as dit le mot, le spectacle. Je pense que les spectateurs qui étaient présents à l'aréna de Saint-Chamond en ont bien profité. Ça s'est terminé un petit peu en concours de kung-fu, Arthur. Tu as apprécié un peu le spectacle, toi aussi, depuis ton canapé ? C'est vrai que c'est toujours assez sympathique. Il faut toujours prendre une chose en considération pour ce genre de match, même si l'adversité est pas forcément exceptionnelle. L'équipe de France qui se déplace à droite, à gauche sur le territoire, en fait, c'est toujours un spectacle et c'est toujours un événement, surtout quand on voit des choses comme ça, comme à l'écran avec Chloé Valentini. Kung Fu tout terrain, parce que c'est parti d'Atadou Sako qui arrive carrément dans la zone. C'est tout bonnement exceptionnel. Je sais pas si ce genre d'action, on peut le placer contre n'importe qui, mais c'est bien. Mais cette opposition lettonne, elle mérite d'être là. Mais je suis quand même embêté par ce type de match. D'un côté, c'est génial déjà pour les spectateurs, pour le spectacle. C'est génial pour ces petites nations qui ont la chance d'affronter peut-être ce qui se fait de mieux au monde en ce moment avec l'équipe de France. Mais passer ce petit côté un petit peu émotionnel, est-ce qu'on rend vraiment service à une équipe qui se prendra assurément une rouste? La Lettonie a moins 200, je crois, quelque chose comme ça. On va le voir tout à l'heure. De goal average, ça leur rend pas service. L'équipe de France, pareil, on n'a pas forcément l'occasion de travailler des choses face à cette nation lettonne, face à l'Italie quelques jours plus tôt. Contre l'Italie, on a vu cette défense en 1-5, des petites tentatives, voilà. Mais c'est sûr que c'était pas le plus abouti de la saison. Ça reste des oppositions quand même assez faibles. C'est pas ce qu'on va recevoir aux Jeux Olympiques en termes d'adversité. Donc peut-être qu'il faudrait revoir ce format de qualification, réduire le nombre d'équipes, je sais pas. C'est dans les mains des dirigeants des fédérations. La tendance est plutôt à élargir le nombre d'équipes qu'à réduire. Malheureusement, on voit qu'il y a du chemin pour certaines fédérations. Je pense que ces fédérations, pour l'instant de second rang, auraient grand intérêt à travailler ensemble. Comme un petit peu ce qui peut se faire dans le rugby, il existe en dessous du tournoi des destinations, un autre tournoi des destinations, un petit peu comme une deuxième division. Ça se fait dans pas mal de sports aussi. Dans le football, il y a ce procédé en Ligue des Nations avec le premier niveau, le deuxième niveau, le quatrième niveau. Est-ce que ce serait pas intéressant de répartir ces équipes par niveau et puis gagner sur le terrain le droit de monter dans un niveau supérieur et d'aller affronter des équipes comme l'équipe de France, comme le Danemark, comme la Norvège et j'en passe. Il y a des réflexions intéressantes, mais je pense qu'en l'état actuel des choses, c'est pas nécessairement rendre service au handball letton de faire ce genre de sortie.
En tout cas, j'ai creusé un tout petit peu pour trouver une stat intéressante, une stat exploitable autour de ce match. Et c'est du côté forcément des gardiennes que je me suis tourné. Atadou Sakho qui a tout de même sorti un 13 sur 15, 86,7% de parade. Elle a pris le relais à la perfection de Laura Gloser qui tournait à 60% déjà en première mi-temps. Dominer un adversaire, c'est une chose, mais un tir, ça reste un tir. Il n'y a pas eu que des balles molles. On voit notamment ce double arrêt qui a été fait par Atadou Sakho. Qu'est-ce que tu en penses, Emma? Atadou Sakho, elle est comme un poisson dans l'eau désormais dans ses buts de l'équipe de France. Oui, bah, c'est encore une super performance pour elle. Enfin, il y a eu que 9 buts dans le match, mais elle en prend seulement 2 en une demi-heure et sur 15 tirs, il faut quand même les faire, ces 13 arrêts. Donc voilà, c'est super pour elle et c'est encore une manière pour elle de prouver qu'elle a sa place dans cette équipe de France. En tout cas, il y a une autre stat un tout petit peu moins reluisante. La Lettonie, elle a fini dernière de cette poule de qualification à l'Euro avec 0 points. Arthur en parlait un tout petit peu juste avant. Il s'agit de la plus mauvaise équipe, toute poule confondue. En témoigne ce classement. Il y a le Kosovo qui a 2 matchs de moins dans sa poule, qui a encaissé qui a un goal average négatif de 66 buts. Et bien quand on regarde tout en bas, derrière le Luxembourg, derrière la Bulgarie, bien c'est la Lettonie, moins 200 buts sur un goal average. C'est tout simplement énorme. Ça en dit long sur l'écart avec ces nations. Et finalement, quand on voit ce top 7 des nations qui n'ont pris aucun point sur les qualifications à l'Euro, on se dit qu'il y a tout à fait la place pour faire peut-être une poule ou en tout cas un schéma un petit peu différent pour ces équipes-là, pour qu'elles se développent un petit peu plus. On se souvient que le match de l'équipe de France en Italie s'est joué dans une salle pas bien remplie, avec une ambiance un peu moribonde. Le match en Lettonie s'est joué dans les mêmes conditions. Finalement, c'est des pays qui sont très très loin d'atteindre ce développement, et même quand elles reçoivent l'équipe de France qui est championne du monde, championne olympique en titre, eh bien ça ne permet pas d'attirer les foules. Il y a du chemin. Ouais, il y a du chemin, j'ai envie de dire. Faut pas être plus royaliste que le roi. Aujourd'hui, le handball est un sport ultra populaire dans quelques pays européens. Il y a quelques grands pays de handball au nord, à l'est. La France est un grand pays de handball, bien évidemment. Mais il y a peut-être des contrées où le handball n'est pas forcément aussi populaire. Et ça prend du temps pour essayer d'installer quelque chose. Et comme le hand n'est pas un sport aussi universel que d'autres, même si on joue au handball dans beaucoup de pays du monde, on se dit qu'il faut peut-être laisser le temps à ces pays-là de se développer bien comme il faut, de se structurer à la base, de jouer dans les écoles, dans les clubs, de former des jeunes joueurs, d'avoir la possibilité d'envoyer des joueurs dans des championnats de haut niveau. Ça se joue souvent par là, finalement. C'est un joueur qui réussit à sortir un petit peu du lot, qui va à l'étranger et qui ramène parfois un savoir-faire dans le pays d'origine et qui apporte un développement. Une certaine visibilité aussi. Ces pays-là ont peut-être besoin d'un grand joueur ou d'une grande joueuse, en l'occurrence, vu qu'on est chez les filles, pour essayer de populariser la discipline. Mais ça prend du temps. Parfois, il y a une affaire de chance aussi. Donc, laissons pour le moment ces équipes grandir petit à petit entre elles. Mmh. Là, ces oppositions ont eu le mérite de leur faire voir ce qu'est le plus haut niveau de handball mondial et européen. Et peut-être que ça va susciter quelques vocations, mais ça, on le saura peut-être dans 5-6 ans. Quoi qu'il en soit, il reste un match à disputer pendant cette trêve pour l'équipe de France. Ce ne sera plus un match qualificatif pour l'Euro. Ça c'est terminé, c'est bien derrière nous. L'équipe de France sera tête de série. On aura l'occasion d'en reparler. Ce sera donc un match amical face à la Roumanie à Clermont-Ferrand. Une opposition qu'Olivier Crumbles a lui-même qualifiée de supérieure à ce que l'équipe a connu dernièrement. Je vous laisse apprécier donc cette citation d'Olivier Crumbles. On a choisi d'affronter la Roumanie car c'est une nation qui compte dans le concert international, qui va nous offrir une opposition d'une autre valeur que celle qu'on a rencontrée en Italie et face à la Lettonie. Voilà qui est dit. Avant cela, cette semaine, l'équipe de France s'est attelée à une préparation pré-olympique qui ne dit pas vraiment son nom finalement. Beaucoup d'entraînements, des tests physiques que l'équipe n'a pas le temps de mener en dehors de ces trêves un petit peu plus longues, dans l'optique de rester dans un groupe un tout petit peu plus large. Il y a eu Florian André, Audrey Dembélé, Aïssatou Kouyaté et Déborah Lassource qui ont rejoint le groupe. Et mieux que ça, le sélectionneur a tenu à rappeler qu'il y avait un œil sur tout le monde et que la liste pour les Jeux restait ouverte. Arthur, il y a des places à prendre, ça c'est officiel et ça va durer certainement jusqu'au dernier moment. Olivier Crumbles veut garder tout le monde concentré. Il y a des places à prendre. Peut-être que le sélectionneur a sa liste prédéfinie.
mais peut-être que dans 2 mois, 3 mois, il changera d'avis sur les quelques joueuses supplémentaires qui fermeront la marche, si je puis dire. Je pense qu'il connaît 80% de la sélection qui ira aux Jeux Olympiques, Olivier Crumbles. Et c'est important de récompenser d'une part les formes du moment, de pallier à certaines blessures. J'espère qu'il n'y en aura aucune d'ici la fin de saison dans ce groupe France. Et aussi, on peut pas forcément trop bouleverser non plus un groupe qui est champion du monde. C'est difficile d'être sélectionneur parce qu'on ne peut pas prendre nécessairement la meilleure joueuse à son poste. C'est tout un ensemble de choses. C'est former un collectif. Je pense qu'il s'en sort pas trop mal, Olivier. Ça se joue peut-être sur ces concours de jet de 7 mètres où on a vu que l'ambiance était un petit peu à la folie. Ça a célébré comme un match qualificatif finalement à la fin. Ça peut aussi créer du liant ces situations-là. C'est ça, au-delà de ça, comme tu le soulignes, il faut réussir à créer, à fédérer un groupe. Ce groupe, il est déjà créé. En témoigne les dernières campagnes européennes et mondiales pour aller sur la route des Jeux Olympiques. Emma, cette équipe de France, tu l'as fréquentée encore il n'y a pas si longtemps que ça. Quelle relation tu entretiens avec elle aujourd'hui? Est-ce que c'est encore dans un coin de ta tête de réussir à retrouver le niveau adéquat pour être appelé par Olivier Crumbles? C'est sûr que l'équipe de France est toujours dans un coin de ma tête et je pense dans un coin de la tête de toutes les joueuses françaises. Mais après, dernièrement, mon réel objectif, c'était d'être de plus en plus performante à Metz et de gagner du temps de jeu pour pouvoir prétendre à l'équipe de France, ce qui n'était pas le cas de ce que je pense. Enfin, pour moi, de prétendre à l'équipe de France, c'était compliqué en ayant peu de temps de jeu, en montrant peu de choses sur les matchs sur lesquels je jouais. Et donc, c'était important pour moi de progresser encore plus et ensuite de pouvoir réellement penser à l'équipe de France. Alors vous allez me dire, on a beaucoup parlé de l'équipe de France, mais qu'en est-il des autres sélections? Eh bien, commençons par l'Allemagne avec des nouvelles d'Alina Grichsels qui sont plutôt rassurantes. Elle s'était blessée la semaine passée, on en avait assez largement débattu, des images assez peu rassurantes d'ailleurs. Elle a pu tenir son rang pour le premier match du tournoi qualificatif au JO. C'était hier face à la Slovénie, un match remporté 31-25 et où elle a signé un 4/7. Plus de peur que de mal donc, et ça continuera samedi face au Monténégro et dimanche face au Paraguay. Objectif affiché pour l'équipe d'Allemagne, eh bien, se qualifier pour les Jeux Olympiques, un des objectifs majeurs pour Alina Grichsels, qui a certainement aussi un petit peu accéléré les choses pour revenir à temps pour ce TQO. Pour ce qui est de la Croatie et de Mia Brkić, qui est déjà de retour à Metz après avoir battu la Bosnie-Herzégovine dimanche dernier, la pivot a inscrit un 4/4 lors de ce match et la Croatie est qualifiée également pour l'Euro. Le Danemark, de son côté, a croqué le Japon, une victoire 33-19 samedi et une victoire 40-17 le dimanche. Il s'agissait de 2 matchs amicaux. Et du côté de l'équipe de France U20 dont on vous parlait un tout petit peu la semaine passée, 3 Messines ont été sélectionnés, le stage de préparation touche à sa fin et les joueuses vont pouvoir se livrer au tournoi des 4 nations avec dès ce soir un France-Suède qui sera suivi demain d'un France-Roumanie et dimanche d'un France-Pays-Bas, le tout à Meudon-la-Forêt, un programme plutôt intéressant. Et je vais vous parler également de l'équipe de France U18 où la gardienne Léane Gonzalez et la demi-centre Claire Cosner étaient sélectionnées par Olivier de la Fuente du 1er au 7 avril en Allemagne. Le bilan est un tout petit peu plus mitigé puisque l'Allemagne et la France se partagent les points à la perfection après 3 matchs, une défaite 29-36, une victoire 21-24 et un nul 34-34. De quoi présager une préparation accrue jusqu'aux mondiaux qui se dérouleront en Chine du 21 août au 1er septembre. Ça passera par un tournoi des 4 nations en juillet à Tournefeuille, des amicaux à Toulouse et un Open au Danemark début août. Programme chargé pour ces joueuses-là, on en est certain. En tout cas, c'est sur ce bilan des derniers résultats internationaux qu'on va clore cette première partie d'émission. Et moi, j'ai une dernière question à te poser. On a parlé des jeunes qui sont en U18 France, en U20 France. Est-ce que toi qui es issu de la formation, tu continues d'avoir des occasions d'aller voir ces jeunes, peut-être l'équipe de Nina Canto en compétition parfois, ou de suivre un peu leur progression? Oui, et en plus, on les a quelquefois avec nous à l'entraînement. C'est des joueuses aussi qui peuvent être importantes pour nous, comme à ces moments de trêve où on est 5 ou 6 à l'entraînement. Par exemple, tout à l'heure, on a un entraînement avec elles en commun, donc c'est important de les avoir pour qu'on puisse continuer à travailler tout ensemble. Et dès qu'il y a une blessée, c'est elle qui monte. Par exemple, comme Camille, quand Camille avait son problème au doigt, Fatima était là pendant quelques temps avec nous, donc c'est important pour nous de les avoir et on continue de toute façon à les suivre au quotidien pendant les matchs ou même les entraînements qu'elles font juste après nous à chaque fois. C'est sûr, avec 12 Dragons sélectionnés avec leurs équipes nationales, plus des joueuses qui sont, 12
Non, c'était 9 Dragons sélectionnés en équipe nationale et 5 joueuses de l'équipe réserve sélectionnées aussi avec des sélections à droite à gauche. Forcément, ça demande un petit peu de mise en commun pour que l'équipe continue à travailler. En tout cas, je vous l'ai dit un petit peu avant l'heure, c'est sur ce bilan qu'on clôt la première partie de cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la suite de la saison de Metz Handball et surtout aller faire un petit tour. On a entrouvert la porte de la salle de musculation. Vous allez voir, ne quittez pas. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec notre invité du jour. Il s'agit d'Emma Jacques, arrière de Metz Handball, et notre chroniqueur Arthur Carmier du média Let's Go Metz. Nous allons faire un tour à l'entraînement, cap sur la salle de musculation. C'est la deuxième mi-temps. Et cette semaine, avec mon compère Émeric Guillaume, nous avons franchi la porte de la salle de musculation des Dragons aux arènes. L'objectif est en découvrir un tout petit peu plus sur la préparation physique de Metz Handball et le partager avec vous. Regardez. Mercredi matin, 10h, et comme plusieurs fois chaque semaine, pour les joueuses de Metz Handball, le rendez-vous est fixé en salle de musculation. Pour ces séances, les Dragons sont guidés par Nicolas Jarza. Loin de vouloir faire de ses élèves des bodybuildeuses à temps plein, le préparateur physique du club messin a bien rodé sa philosophie de travail. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont capables d'être forts, rapides, mobiles et pas être ultra spécialisés dans quelque chose. Je pense que le nombre d'entraînements handball est largement suffisant à spécialiser l'athlète dans son activité. Et j'ai l'impression que la prépa physique pourrait apporter quelque chose en plus, c'est-à-dire en plus de l'activité handball, rendre les gens un peu plus complets, les gens plus athlétiques, et pas uniquement des handballeurs, mais des gens qui sont capables d'utiliser leur corps dans l'espace, dans toutes les directions, d'avoir une amplitude de mouvement intéressante, d'être fort dans plein d'amplitudes et dans plein de moments, d'être capable de réagir à plein de petits aspects de l'imprévu en fait. Et voilà, c'est ma vision globalement de la prépa physique. Le temps des consignes est primordial. Faire en sorte que quand j'explique la séance au début au tableau, c'est vous avez bien compris pourquoi je fais ça, quoi. Quel est le sens que je veux y mettre dans un exercice pareil, quel est l'objectif. Et j'essaie d'être le plus précis possible sur l'exécution, sur le pourquoi du moment de ce thème de travail-là, etc. pour expliquer vraiment au maximum et faire en sorte qu'elles adhèrent en tout cas. Du temps d'activation à la montée en intensité progressive, la séance des Dragons est particulièrement bien huilée et les efforts sont très concrets. Pour les joueuses, l'aspect musculation du métier n'a pas toujours été la plus grande partie de plaisir, un avis qui a évolué au fil du temps. C'est pas mon point fort à la base, tout ce qui est physique, etc. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à le développer et puis à voir un petit peu tout ce qui était possible de faire. Et puis moi, du coup, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus et donc voilà, j'aime beaucoup ça. C'est vrai qu'au début, j'avais peut-être un peu plus de mal avec ça parce que je comprenais peut-être pas l'importance de ce qu'était la muscu pour nous, mais c'est vrai que c'est super important d'être forte physiquement, surtout quand on joue tous les 3 jours comme ici. Et en plus, moi, j'ai un rapport un petit peu différent avec ça, comme j'ai eu pas mal de blessures assez longues, ce qui veut dire que j'ai fait beaucoup de muscu pendant ces temps-là et que ça m'a beaucoup aidé à me renforcer, surtout au niveau de mes jambes, mes genoux. Donc c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important pour moi. Nicolas Jarza et son programme semblent donc contribuer à la bonne santé globale de Metz Handball et prévenir d'éventuelles blessures, même si le principal intéressé s'en défend volontiers. C'est tellement difficile de savoir pourquoi on se blesse, comment on se blesse. Il y a des études de partout qui sortent tout le temps, on se pose des questions tous les jours sans arrêt. Du coup, c'est trop multifactoriel pour pouvoir dire la responsabilité, elle peut être un peu plus là, un peu plus là. J'imagine que s'il y a 100 aspects à travailler pour une athlète, eh ben c'est 1% pour chacun des 100 aspects à travailler.
pas que sur le physique, hein, le handball, la vie perso, le sommeil, etc. Plein de basiques comme ça qui font que bah, des fois ça passe et puis des fois ça s'explique pas et puis on trouve pas la raison. Et voilà, c'est une vaste question. Si on avait la réponse, je pense que personne n'aurait de blessures dans le haut niveau. Vous l'aurez compris, la préparation physique, facette parfois méconnue de la vie sportive, a une place importante dans l'organisation messine. Et cela n'est pas prêt de changer. J'en profite pour remercier Bastien Bert qui a posé sa voix sur ce reportage. Avant de me tourner vers notre spécialiste fonte de l'émission, c'est Arthur. Arthur, qu'est-ce que tu tires de ce reportage en immersion dans la préparation physique ? Que c'est un aspect, s'il n'est pas important, il est primordial dans la saison d'une joueuse à Metz Handball et même dans le sport de haut niveau de manière générale. On constate depuis quelques années que le handball a évolué. Il est de plus en plus athlétique, il nécessite de plus en plus de qualité d'athlète. On n'avait peut-être pas forcément il y a 10, 15, 20 ans. Et ce facteur-là rend déjà le sport plus spectaculaire. On a des athlètes, des joueuses qui sont plus fortes, plus costauds, mais au-delà de ça, l'idée, bien sûr, comme on l'entend dans le reportage, c'est pas d'en faire des bodybuildeuses ou des masses physiques. Faut qu'elles arrivent à garder une certaine mobilité dans leur mouvement, ne pas être trop musculeuse non plus. C'est tout un art. Et je pense que le préparateur physique Nicolas Jarza sait manier ça à la perfection. Je pense qu'Emma va nous répondre à ce sujet. Et l'idée, c'est également de faire en sorte de diminuer ce facteur blessure, de mettre toutes les chances de notre côté pour que les athlètes soient moins exposés et soient moins sujets à ces blessures. Oui, je dis le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est marrant parce que je prononce le mot athlète parce que c'est une véritable préparation athlétique aussi, et ça permet d'essayer ces dernières saisons, à part quelques soucis. Je pense que Metz Handball a été plutôt bien épargné par rapport aux blessures. Alors s'il y a des blessures, ça veut pas dire que la préparation a été mauvaise, comme tu le dis, le risque zéro n'existe pas, mais c'est terriblement important dans le handball moderne cet aspect athlétique, musculation, physique. Emma, justement, on te voit un petit peu pousser et souffrir parfois dans le reportage. Comment ça se passe avec Nicolas Jarza au quotidien ? On a tendance à voir sur les images qu'il a une certaine bienveillance vis-à-vis de vous, mais c'est pas si simple non plus. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'on côtoie beaucoup au quotidien. On fait entre 2 et 3 muscu par semaine. Ça dépend des matchs. On fait même de la vitesse à la veille de chaque match pour pouvoir être prête sur le terrain. Et ce qui est bien avec Nicolas, c'est que c'est quelqu'un qui nous explique toujours pourquoi on fait les choses. Ce qui est important pour nous, on fait beaucoup de séances individualisées aussi avec les besoins de chacune. Et aussi, il cherche toujours à nous faire des nouveaux exercices, des nouvelles choses pour que ce soit pas redondant et toujours des choses même ludiques et c'est toujours dans la nouveauté, dans la recherche. Donc je pense que c'est rare d'avoir un préparateur physique de cette qualité-là et donc c'est super d'avoir quelqu'un avec qui on peut travailler comme ça au quotidien. Je dis pas de bêtises, Nicolas et Metz Handball utilisent une application qui permet de détecter les besoins, les états de forme des joueuses à l'instant T en fonction des petits bobos du moment, des petites douleurs. Il me semble aussi de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. C'est en fait une application qu'on remplit tous les matins au réveil, déjà pour savoir si on a bien dormi ou pas, combien de temps on a dormi, et ensuite on la remplit après chaque séance d'entraînement, du coup pour savoir comment on a trouvé la séance, si on a trouvé ça bien, monotone, si on est un peu fatigué, si on a une douleur quelque part, donc voilà. Ce côté ludique, il est quand même assez nouveau. Je connais bien évidemment pas tous les préparateurs physiques de France et de Navarre, mais c'est peut-être en décalage avec l'image qu'on pourrait avoir de la musculation qui pourrait être assez monotone, mais on constate que non, on peut se renforcer musculairement tout en faisant des exercices assez ludiques et plaisants, et c'est une bonne avancée ça dans
dans l'évolution, encore une fois, d'un sport et d'une discipline. Rappelons-le, hein, les sportifs ne sont pas des machines, donc prendre en compte tout ce qui peut se passer autour et tout ce qui l'aspect émotionnel et ressenti est toujours aussi important. Alors là, Emma, on est venu sur une séance qui était plutôt axée force, etc. Et on entend souvent ce discours même des anciennes joueuses de Metz Handball où on nous dit à Metz Handball, on court beaucoup. Voilà, il y a aussi l'aspect endurance et préparation générale qui est tout aussi important. Oui, et puis l'aspect course, il est sur les entraînements, surtout même handball. C'est ce qu'on fait le moins en termes de course pure parce que rien que sur les entraînements de balle, on court énormément. Donc sur la muscu, on est plus axé sur l'explosivité, la force. Et là, c'est pendant ces moments de trêve, du coup, on est peu à l'entraînement. Du coup, ça nous permet pas de faire du jeu sur tout le terrain où on va peut-être faire un peu plus de courses après les entraînements ou avant, ou même de façon ludique comme on l'a fait cette semaine. Du coup, on fait un peu plein de choses de façon différente et différente d'habitude. Oui, Nicolas Jarza nous l'a dit, c'est pas forcément dans le reportage, mais la manière dont il appréhende les séances tout au long de la saison n'est pas forcément la même. On sait que chaque été, il y a aussi une grosse préparation physique avant la reprise de saison et qui fait parfois un petit peu mal derrière la tête parce que c'est la reprise et qu'il faut se remettre dedans. Et c'est pas forcément les mêmes choses qui sont abordées en fin de saison. Il y a des moments où c'est aussi des séances plus individualisées, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui évolue en permanence finalement. C'est pas voilà, la monotonie, elle est pas forcément présente. Vous n'êtes pas tout le temps face au truc en train de lever les poids de manière permanente et régulière. Oui, en préparation estivale, on va faire beaucoup de courses, même sur piste. C'est des choses qu'on fait jamais après pendant la saison parce que on fait beaucoup de matchs et l'utilité est du coup moindre et on va faire plus de musculation pure et après ça va vraiment dépendre des matchs, s'ils sont rapprochés ou non, de la difficulté des matchs et même en fonction du temps de jeu aussi, c'est adapté. S'il y en a qui ont joué 1 heure, elles vont pas faire la même chose que des filles qui ont joué peut-être 10 ou 15 minutes. Très bien, en tout cas c'est noté. Arthur, il va falloir qu'on s'y mette un tout petit peu plus à ces exercices-là. On va peut-être demander à Nicolas Jarza de faire une petite prescription. Exactement. Un petit conseil. En tout cas, pour le moment, on va poser les haltères et on va passer à la dernière ligne droite de l'émission avec la conférence de presse. Alors Emma, c'est ton moment, cette conférence de presse, et je voudrais revenir sur un match qu'on a déjà débriefé sur cette antenne. C'est le dernier match qui a été joué par Metz Handball. C'était à Brest en Coupe de France, qui a permis à l'équipe de se qualifier en finale. Ce sera dans très peu de temps finalement, hein. On regardera le calendrier la semaine prochaine, mais en tout cas ça approche très très vite. Et c'est un match, toi, qui a peut-être été pour le moment le plus important de ta saison. Tu as été titularisé, Luce Burgard n'était pas dans le meilleur de sa forme. Le staff t'a fait confiance sur cette occasion-là et tu as su le rendre de belle manière. On imagine que ça fait du bien de réaliser un match comme celui-là. Ouais, je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai pu enfin montrer ce que j'étais capable de faire sur un match important. Parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai du temps de jeu, mais sur des matchs un peu plus faciles sur le papier. Et du coup, là, j'étais contente de pouvoir déjà jouer sur un match comme une demi-finale de Coupe de France. Et je pense que du coup, comme vous l'avez dit, je l'ai plutôt bien rendu et j'ai pu montrer ce que je sais faire en attaque, surtout parce qu'en défense, je suis un petit peu moins contente de moi, où j'étais un peu plus en difficulté face aux joueuses de duel en face de moi, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. La dernière fois que tu étais sur ce plateau, on avait discuté un petit peu sans tabou finalement de ton état de confiance générale sur la saison. C'est d'un match comme celui-là dont tu avais besoin peut-être pour te relancer mentalement aussi. Et on imagine qu'après ce match-là, tu as envie de rejouer assez rapidement. La trêve est mal tombée finalement pour toi, mais dans la tête, ça fait du bien quand même. Oui, c'est sûr que ça me fait du bien. Et puis, il n'y avait pas que ce match-là. Même contre Nantes, j'ai eu un peu plus de temps de jeu que d'habitude. Et c'était un match assez serré aussi. Donc c'est vrai que en ce moment, ça va mieux pour moi et ça fait vraiment du bien à la confiance. Arthur, une question ? Moi, c'était par rapport à ces dernières semaines. Est-ce que tu as ressenti un déclic justement ? Alors si oui, ce sera peut-être ce match à Brest ou c'est peut-être avant, parce que on a l'impression que depuis quelques matchs, tu as pleinement pris la mesure de ton rôle dans cette équipe de Metz Handball, qui certes était clair en début de saison, mais du fait que tu revenais de blessures, tu cherchais de la confiance. Et j'ai ce sentiment que depuis quelques matchs, 3-4 matchs, tu es vraiment pleinement à fond dans ce rôle-là. Est-ce que tu le ressens, ça ? Est-ce que tu te ressens bien à nouveau dans tes baskets ?
Oui, je vois vraiment la différence depuis quelques matchs. J'ai fait vraiment un travail sur moi pour pouvoir être déjà mieux dans ma tête parce que c'était compliqué au niveau du stress, au niveau de la confiance en moi ou quand je rentrais même à des moments importants, j'étais pas forcément contente de ce que je pouvais faire et j'ai arrêté de me poser 1000 questions avant de rentrer sur le terrain et juste de faire ce que je sais faire et ça fonctionne bien pour l'instant. Et par exemple, c'est comme le match contre Dijon, je rentre seulement sur les pénaltys. C'est vrai que ça peut être compliqué. Je suis pas sûre que j'aurais réussi à faire ça il y a quelques temps. Je me serais peut-être posé trop de questions et je l'aurais raté. Et là, j'y suis juste allée en me disant, bah, il faut que j'aide l'équipe comme je dois le faire maintenant. Et si c'est sur seulement des pénaltys pendant les 10 dernières minutes du match, il faut que je le fasse comme ça et ça fonctionne bien pour l'instant. C'était quoi justement le processus intellectuel pour réussir à en arriver à prendre ses dispositions mentales et ne plus trop se poser de questions justement? Bah, ça a été de parler déjà avec une psychologue, de voir des gens qui pouvaient m'aider autour de ça parce que je pense que c'était vraiment l'aspect sur lequel il fallait que je travaille et ça a bien fonctionné pour moi de faire de la visualisation sur les gestes techniques du handball, de faire des retours un peu plus vidéo sur mes entraînements, sur les matchs que je faisais au quotidien et je pense que c'est vraiment ce qu'il me fallait. Cet aspect psychologique dans le sport, c'est souvent un petit peu encore un tabou. Ça commence tout doucement à évoluer. Tout l'aspect on a parlé de la préparation physique, et il y a tout ce qui est aspect préparation mentale. Ça a été un processus pour toi d'en venir là où tu t'es dit assez simplement, eh ben oui, effectivement, faut que je me fasse accompagner sur cet aspect-là pour développer un nouvel état d'esprit et pouvoir débloquer mon jeu. Bah, c'est vrai que je faisais pas ça du tout avant et je savais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qui bloquait chez moi avec le fait que j'avais peu de temps de jeu. Il y en a qui le vivent bien. Moi, c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi à gérer et du coup, ça m'a fait perdre beaucoup de confiance en moi alors que enfin, ça doit pas forcément être le cas, ça devrait juste me donner envie de travailler encore plus, mais là, ça m'a fait poser plein de questions sur ce que j'étais capable de faire et du coup me remettre beaucoup en question et je me suis dit que c'était peut-être sur ça qu'il fallait que je travaille et c'est vrai que ça a fonctionné pour moi, donc c'était important que je le fasse à ce moment-là. Justement, sur cette évolution que tu es en train de vivre, il y a aussi encore une petite inconnue, c'est peut-être ton rôle pour la saison à venir. On va rembobiner les événements. Thierry Weisman ici nous avait dit que un prêt n'était pas hors de question pour toi, pour ta saison à venir, pour essayer de faire en sorte que tu retrouves du temps de jeu et que tu te développes. Toi-même, tu t'étais dite ouverte à la question. On en a parlé avec Emmanuel Moyenad il y a pas longtemps ici même, qui disait que il était à l'écoute, mais qu'il n'y aurait pas de départ si c'était pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire une situation qui te permettrait de te développer et d'aller de l'avant, mais que c'était pas une obligation non plus. Est-ce que aussi le recrutement de Laura Flip a changé quelque chose dans tout ça? Où est-ce qu'on en est parmi toutes ces déclarations? Finalement, c'est un feuilleton un peu au long cours, on va dire. Bah du coup c'est vrai que au niveau du prêt c'était en discussion pendant un moment, c'est moi qui m'étais posé cette question dans un premier temps parce que vu le peu de temps de jeu que j'avais, le peu de confiance ici, je me suis dit que peut-être que partir ça pourrait être une bonne solution pour moi, mais finalement ce sera pas le cas. Je serai encore présente l'année prochaine à Metz Handball et je sais pas si ça a eu un rapport ou pas avec l'arrivée de Laura Flip, mais je pense que c'est surtout de savoir ce qui allait être le mieux pour moi et avec ce que je fais ces derniers temps. Je pense que le staff a décidé de continuer à me faire confiance et peut-être d'avoir encore un nouveau rôle l'année prochaine et de continuer comme ça avec cette équipe. Mais en tout cas, je suis contente de rester et je vais continuer à faire ce que je fais maintenant. Et voilà. En tout cas, c'est la meilleure peut-être solution pour toi de continuer avec cette équipe pour te remettre en confiance et retrouver peut-être un petit peu plus le terrain que tu demandes justement et dont tu as besoin. Arthur, une question. Justement, c'est toujours une question en lien avec ce côté terrain, temps de jeu, etc. Là, on a le sentiment que ça y est, t'as appréhendé le fait que tu jouais 20, allez, parfois 30 minutes, parfois moins aussi dans un match. Quand on rentre dans ce type de situation, est-ce que c'est difficile de se dire j'ai pas beaucoup de tickets de shoot, il faut que je fasse parler mes qualités. En l'occurrence, toi, t'as un gros tir notamment de loin.
Est-ce que c'est difficile de réussir à mettre ça en place sur peu de temps de jeu, ou là, ça y est, tu te dis, il n'y a plus qu'à, quoi, il n'y a pas de question à se poser? Bah, c'était ça le plus difficile pour moi, de me dire il faut que je rentre et j'ai pas forcément le droit à l'erreur parce que ce que les filles ont fait avant moi, c'était bien et du coup, il faut que je continue sur la même lancée. Et c'était ça qui me mettait le plus de pression, je pense, et du coup, le fait que j'arrivais pas forcément à faire ce que j'avais envie de faire, et c'est maintenant ce que j'ai réussi à faire, à ne plus me poser de questions et juste à jouer avec mes qualités, parce que c'est peut-être pas ce que je faisais tout le temps. Je me rapprochais de la défense, je me mettais un peu en difficulté toute seule parfois, et maintenant je trouve que ça va mieux et j'ai réussi à jouer avec ce que je savais faire. Merci beaucoup Emma pour ta présence dans cette émission. Avant de nous quitter, je vous informe que le parquage pour le match à la Brest Arena le 8 mai a été ouvert, ce qui veut dire que les places sont disponibles à la réservation sur le site internet de Metz Handball, et ça veut aussi dire qu'il y aura des supporters messins en tribune, vêtus de jaune, on l'espère. Il y a également un voyage un petit peu fou en bus qui est en train d'être organisé par certains supporters. Si vous sentez l'âme de baroudeur, ça se passe du côté des fans messins, et j'en ai vu quelques-uns gronder un petit peu dans les commentaires du club réclamant un déplacement officiel, mais n'oubliez pas que la saison dernière, un déplacement en train avait été envisagé avant de tomber à l'eau, faute de réservation suffisante, coûtant au passage de l'énergie et de l'argent au club. Ne vous inquiétez pas, je suis certain qu'il y aura d'autres occasions d'organiser des voyages en jaune et bleu pour tout le monde, notamment pourquoi pas sur la finale de Coupe de France. En tout cas, on est certain qu'on y retrouvera du beau monde, et pourquoi pas un nouveau trophée pour Metz Handball. En ce qui nous concerne, on va vivre au jour le jour. Le rendez-vous est pris vendredi prochain à 18h30 pour un nouveau Dragon Mag. Coup d'envoi d'un mois plutôt décisif pour les Dragons. On en reparlera à la semaine prochaine.